Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie des Maîtres des Brisants, Seigneurs de guerre. Aujourd'hui, nous allons finir le dernier tome et donc clôturer cette histoire. Chapitre 16 de Grand Calice d'Or. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, monsieur, dit Xavier. Des exochaloupes pilotées à distance suffiraient largement. À détourner leur attention, peut-être, répondit le Khan, qui terminait de s'équiper, mais pas à prendre d'assaut le Gigacube. Et c'est bien ce que je compte faire. Montrer à ce maudit Mélantosk ce dont le Khan est capable. Xavier ne put s'empêcher d'admirer le généralissime de la flotte drasilienne, qui allait, à la tête de son armée, lancer une offensive vouée à l'échec. Lorsque Vranken avait contacté Atli Blodox pour lui transmettre les informations que Morgan avait arrachées à son geôlier et lui soumettre le problème des mégacubes, le Khan n'avait pas hésité. Il avait décidé de mener lui-même la diversion qui permettrait à Chien de la Lune de débarquer sur Planète Morte. Un capitaine nifelien avait découvert par hasard, en réalité en fuyant son navire ravagé, que les mégacubes avaient le plus grand mal à ajuster leurs tirs sur de petites embarcations. Le Khan avait immédiatement décrété la réquisition de toutes les exochaloupes et leur transformation en unités de choc, laissant les vaisseaux de guerre leur immobilité. Il comptait prendre le gigacube d'assaut avec une flottille de navettes dérisoires. La spatio-combinaison rouge et noire épousait ses formes musculeuses, lui donnait l'air d'un félin prêt à sauter sur sa proie. Il vérifia le mécanisme d'un gigantesque pistolet et s'assura que le sabre qu'il portait dans le dos n'était pas gêné par l'appareillage respiratoire. Tu es prêt, Xerp demanda Atli Blodox en se tournant vers son nouvel Ochigin. L'ancien paraissait presque jeune, en comparaison des autres sorciers décatis que Xavier avait jusqu'à présent eu sous les yeux. Il avait dû abandonner sa peau de bête pour enfiler une combinaison, mais n'avait pas lâché son bâton. Vranken avait demandé, lors de son entretien technophonique, si les Ochigin avaient le pouvoir d'aider Morgan là où elle se trouvait. Xerp avait secoué la tête et confirmé ce que le capitaine savait déjà. Ce que la jeune devidresse n'arrivait pas à faire. Personne d'autre ne le pouvait. Je suis toujours prêt, mon Khan, répondit Xerp, pour vous épauler, pour protéger Muspel et servir les desseins du Tengri. Et toi, gamin? Je suis prêt à faire mon devoir, monsieur, répondit Xavier. Tu diras à Chien de la Lune? Le Khan hésita. Non, tu ne lui diras rien. Que le Tengri vous accompagne dans votre mission, qu'il nous permette de boire à la victoire dans de grands calices d'or. Un sourire de prédateur éclaira son visage. Puis, il s'engouffra dans l'exochaloupe qu'il avait fait peindre à ses couleurs. Il y a bien un technoscripteur à bord, n'est-ce pas? Demanda Atli Blodox en s'approchant du pilote. Oui, mon Khan, sur l'équipette, derrière vous. Il prit l'appareil et se cala contre la cloison près d'un hublot. Dehors, les mégacubes tiraient dans tous les sens, surpris par le lâcher d'exochaloupes. Des tirs maladroits qui touchaient rarement leur cible. Atli Blodox réfléchit un bref instant à la manière dont il allait tourner les choses. Puis, il tapa un message qu'il adressa personnellement à Chien de la Lune. Mon Khan, le prévint Xerp, Gigacube en approche. Parfait, se réjouit-il en jetant le technoscripteur sur l'étagère, après avoir envoyé son message au rongeur d'os. Que la chasse commence! Xandrine s'approcha de Xavier. Ils n'étaient plus que tous les deux dans le poste de pilotage du sans-pitié. Bientôt, la jeune fille serait seule avec quelques hommes d'équipage, livrée à elle-même, à ses peurs et à ses interrogations. Souhaite-moi bonne chance, soupira Xavier. Il va falloir que j'y aille moi aussi. Roland est déjà à bord du rongeur d'os. Franken m'attend. Ils m'attendent tous. Il est hors de question que je t'abandonne, répondit-elle, d'une voix qui tremblait légèrement. Tu as besoin de moi. Le garçon secoua la tête. Il aurait aimé que son départ, plutôt sa fuite, se passe sans anicroche, mais il s'attendait à une scène de ce genre. Il regretta presque de ne pas être parti avec le Khan en courant. Ce sera dangereux, se justifia-t-il. On en a déjà parlé. J'aurai du mal à me concentrer si je sais que tu es là et qu'il y a du danger. Xandrine revint à la charge. Je viens avec toi. C'est vrai, je ne suis plus aussi efficace qu'avant, mais j'arrive toujours à voir certaines choses. Je peux être utile. Tu rends tout si compliqué, lâcha Xavier sur un ton exaspéré. Son ami le regarda sans comprendre, le souffle coupé, puis ses yeux s'assombrirent.
C'est moi qui rends tout compliqué. Je ne suis pas d'accord. Ce serait si simple de me dire viens avec moi, Xandrine. Qu'importe le danger, je te protégerai. Tu recommences avec tes délires romantiques. C'est une vraie mission, Xandrine, dit-il en évitant son regard. Pas une scène de roman. Ce n'est pas la place d'une fille et écoute-moi, Xavier Augentyr, le coupa la jeune fille, qui tremblait à présent de colère. Quand tu m'as séduite, en sachant que cela bouleverserait ma vie, tu ne t'es pas demandé si j'étais à ma place dans tes bras. Le garçon s'empourpra d'un coup. Alors aujourd'hui, continua-t-elle en martelant ses mots, tu vas m'emmener avec toi, parce que tu n'as pas le droit de m'abandonner, de me prendre et de me jeter comme ça t'arrange, tu as compris? Xavier se racla la gorge. Je suis désolé, pour tout, sincèrement. Je ne t'en veux que pour une chose, dit-elle, radoucie, en constatant l'embarras sincère du garçon. Ton attitude à l'instant, c'était mal. Bon, on y va? Tu l'as dit, les autres nous attendent. Le rangeur d'os n'est pas tout prêt. Xavier s'effaça pour la laisser entrer dans l'exochaloupe. S'il avait pu disparaître dans un trou de souris, il n'aurait pas hésité une seconde. La porte du temple céda au deuxième coup de butoir, après que le chalumeau photonique en eut découpé la serrure. Franken pénétra dans l'enceinte sacrée. Il se dirigea sans hésiter vers le corps inerte de Morgane et la prit doucement dans ses bras. La jeune fille respirait à peine. Elle semblait entre la vie et la mort. « C'est moi, murmura-t-il. Je suis désolé de troubler ton jardin secret, mais je n'ai pas le choix. » Puis il ajouta tristement. « Pardonne-moi pour ce que je vais faire. Je sais à quel point tu étais attaché à ce lieu. » Les coursives résonnèrent de ses amples foulées, mais il n'y avait plus personne pour les entendre. L'équipage du rongeur d'os avait, sur ses ordres, rejoint un autre vaisseau. Il avait dû batailler pour obliger Tantristem à les accompagner. Le chef mécanicien avait pleuré en quittant le navire. Quant à l'équipe hétéroclite qui composait le commando de la dernière chance, elle l'attendait à bord d'une exochaloupe. Morgane ne pesait rien. Elle n'était pas maigre, non. Elle était simplement légère, comme si une partie d'elle manquait pour faire le poids. Ranken s'arrêta devant un sas de sécurité et déclencha l'activation de la navette de secours qui lui était réservée. Il posa la jeune devineresse sur l'une des banquettes en s'assurant qu'elle ne tomberait pas pendant le voyage. Il programma la course de l'exochaloupe qui aborderait le Phénix dans une dizaine de minutes. Il hésita à sortir, revint sur ses pas et contempla encore le visage de Morgane endormi. Il se pencha et l'embrassa furtivement sur le front. « Fais bien attention à toi, où que tu sois, » murmura-t-il encore avant de quitter définitivement la navette qui se détacha du navire avec un chuintement d'air décompressé. Puis Vranken prit la direction de la proue. Le capitaine s'arrêta devant l'armoire abritant le système complexe permettant au rongeur d'os d'emprunter les chemins blancs. Il l'ouvrit, puis glissa la clé qu'il portait en permanence autour du cou dans une fente aménagée au cœur du mécanisme. Un tour à gauche, 2 à droite, 2 à gauche, 5 à droite. La cloison entière s'ouvrit dans un grincement, dévoilant une chambre secrète. Le cœur de Vranken battait la chamade. Il pénétra dans la pièce, plongée dans la pénombre. Il avait réveillé pour la première fois le gondule greffé à son navire pour contrecarrer le plan machiavélique du Khan, 2 ans plus tôt. Il avait recommencé lorsque, libéré de ses obligations à l'égard de l'Empire, il avait tracé sa propre route à travers les brisants. Et aussi, quand il avait dû revenir de Rigel, poussé par un sombre pressentiment, qui s'était hélas vérifié de la plus sinistre manière. Vranken s'était donc habitué au rituel et avait même fini par y prendre plaisir. Au-delà de la souffrance qu'il provoquait, mêler son esprit à celui d'un gondule était l'expérience ultime, pour qui il n'était ni Fradoda ni Otsugin. Mais aujourd'hui, ce qu'il s'apprêtait à faire lui semblait au-dessus de ses forces. Il reprit courage en songeant que là-bas, tels des fourmis attaquant un éléphant, le Khan et des hommes courageux risquaient leur vie pour lui laisser un peu de temps. Il n'avait pas le droit de les décevoir. Il s'assit sur le fauteuil d'oricalque recouvert de cuir. Dédaignant le vieux micro rivé sur son support télescopique, il posa les bras sur les accoudoirs pour y enfoncer des sondes en paléocuivre reliées à un appareillage mi-métallique, mi-organique. Il grimaça, puis respira à fond pour chasser la douleur. Il s'appuya sur le bouton usé par des générations de doigts en bout d'un coudoir. Les micropompes s'activèrent et le sang de Vranken partit dans les tuyaux. « Je vous demande pardon, mes ancêtres, » murmura-t-il, en même temps que des larmes perlaient à ses yeux. Un tressaillement secoua la coque. Nourri par le sang du capitaine, le monstre se réveillait. Vranken ne pouvait assister à la transformation de son navire, voir la peau et la chair palpiter sur la carène,
Les tendons envahirent la passerelle et coursive. Mais il le sentait. Puis, le sang noir du gondule envahit ses artères. La bête rendait à son maître la force qu'il lui donnait. Le réseau veineux de Vranken, sous la pression de l'épée liquide, saillait et dessinait une arborescence monstrueuse sur son visage et sur ses mains. Le gondule était revenu à la vie, et il attendait, lors du dressage de la bête, des Xintrailles avait pris la précaution, afin que sa puissance ne tombe pas entre de mauvaises mains, de verrouiller son esprit. Le sang était la clé permettant de le réveiller. Pour le contrôler, il fallait connaître un chant que Vranken avait plusieurs fois fredonné avant de partir vagabonder au milieu des étoiles. Mais il existait un troisième verrou, un ultime sceau, que les Xintrailles avaient apposé. « Je vais te libérer, cher vieux monstre, » murmura Vranken, loin du micro, de manière à ce que la bête ne puisse l'entendre. « Et je vais te demander un dernier service. » Le gondule commençait à s'impatienter, alors Vranken fermait les yeux. Cela commença par des sensations habituelles. Son esprit enfla, déborda de la pièce et se rua dans les coursives, avant de jaillir à l'extérieur et de flotter dans le vide, face à face avec le monstre. La tête du gondule bougea et un œil jaune, brûlant, l'observa avidement. Un liquide brun goûta du bec terrible, tandis que la corne effilée tremblait d'excitation. À ce stade de la fusion, l'esprit de Vranken aurait dû s'engouffrer dans le crâne monstrueux et ne faire qu'un avec l'animal. Mais il n'avait pas chanté l'antique poème, et le gondule le couvait d'un mauvais œil. « Je vais prononcer les mots qui te libéreront définitivement, » dit l'esprit de Vranken d'une voix forte. « En échange, je veux que tu éloignes tes semblables de planète morte. Tu m'entends ?» Les yeux du gondule brillaient d'une intelligence sauvage. L'énorme tête s'inclina, une façon pour le monstre d'accepter l'accord. « Alors que cela soit fait, va, fier coursier, mangeur d'étoiles, va en paix dans les brisants. » Le gondule ferma les yeux. Vranken disposait maintenant de très peu de temps. Il fit un effort considérable pour réintégrer son corps, luttant de toutes ses forces pour ouvrir les yeux. Ses paupières semblaient cousues. Lorsqu'il y parvint, en hurlant, il arracha les sondes et quitta le fauteuil, les jambes flageolantes. Il se précipita hors de la pièce. S'aidant des rambardes, il courut vers la poupe, trébucha sur chaque obstacle. Les câbles électriques étaient parcourus d'étincelles. Les lumières s'éteignaient les unes après les autres. Le gondule imposait sa formidable présence au vaisseau. « Quelle tristesse !» dit Xavier en assistant depuis l'exochaloupe à la fin du rongeur d'os. « Au lieu de pleurer sur ton sort, le gronda Raimor, pense un peu à Vranken, à ce que cette décision lui coûte. »« Les trucs du gondule commencent à tout envahir, » fit remarquer Marc, en désignant une masse organique qui approchait de la navette où il s'était réfugié. Bumpoche devient nerveux. Il caressa le cyberrat que Raimor lui avait confié pour avoir les mains libres. « On va finir par rester prisonnier de la bête, » dit Roland. « Ce serait bien qu'il se dépêche un petit peu. »« Il arrive !» cria Xandrine qui guettait le capitaine. Le maître d'équipage bondit dans le couloir et reçut Vranken à bout de force dans ses bras. Il le tira à l'intérieur et le confia aux soins d'Alice. « On fout le camp !» hurla le géant en déclenchant l'expulsion. La navette s'extirpa littéralement du navire dans un atroce bruit de succion, arrachant un morceau de la peau du gondule qui avait recouvert la charpente. Derrière eux, tandis que l'exochaloupe filait vers planète morte, de toute la vitesse de ses micro-réacteurs, le gondule poussa un cri silencieux, un cri de joie qui fit frissonner l'espace. Chapitre 17. Le bercement... Le bercement des Osana. Je ne sais pas ce que c'est. Atli Blodox grimpait le long de la paroi du gigacube avec l'aisance d'une araignée sur un mur. Les mégacubes avaient cessé leur tir dès que l'essaim d'exochaloupe commandé par le Khan s'était approché de l'immense bloc étincelant. Des centaines de volontaires s'étaient alors rués vers l'extérieur, s'accrochant aux parois du cube à l'aide de ventouses. Chacun portait sur son dos de quoi réduire à néant la moitié d'une ville. Les ordinateurs de bord n'avaient découvert aucune ouverture, mais ils avaient déterminé les zones de faiblesse potentielle de la structure. Le plan du Khan était simple, il détruirait le gigacube à grands coups d'explosifs. Mais ce n'était pas une partie de plaisir. Le revêtement poli comme un miroir était fait dans une matière elle aussi inconnue, et le polyvert variatif des spatiocasques n'arrivait pas à protéger les yeux de son éclat. De nombreux hommes, aveuglés,
avait lâché les ventouses et avait dû être récupéré par des navettes au cours de manœuvres audacieuses. Soudain, le gigacube, inerte jusqu'alors, commença à donner des signes d'activité. Réaction automatique à l'agression, ou bien riposte déclenchée par les occupants du bâtiment, c'est impossible à dire. La lumière du revêtement commença par décliner. Un bourdement sourd monta en intensité jusqu'à déchirer les tympans des malheureux qui s'obstinaient encore. Puis, le gigacube se mit à frémir. Des ondulations parcoururent la surface à la manière de vagues sur la mer. La plupart des hommes fixèrent en catastrophe la charge qu'ils transportaient avant de lâcher prise, bâillés par le choc. Il ne va pas céder, murmura Xerp, qui suivait la progression du Khan depuis l'exochaloupe. Il est fou. Atli Blodox vit la vague qui se dirigeait vers lui, et étouffa un juron. Il était trop loin du point où la déflagration aurait un effet maximum. C'était hors de question de se débarrasser hâtivement des explosifs. Il devait tenir, encaisser l'onde et se dépêcher d'aller poser la charge avant le passage de la vague suivante. Dans un grondement, elle se précipita sur le Khan qui contracta ses muscles. L'onde ne se contenta pas de malmener l'homme qui s'accrochait désespérément à la surface du vaisseau. Elle crépita et lança une puissante décharge magnétique qui fit hurler le Khan de douleur. Mais il ne lâcha pas prise. Les circuits qui assuraient les fonctions vitales de sa combinaison se consumaient les uns après les autres, dégageant une fumée blanche. Atli Blodox fit appel à toute sa volonté et parcourut les quelques mètres qui le séparaient du point d'ancrage de la charge. Il arma le dispositif de mise à feu et les poumons sur le point d'éclater, lâcha enfin prise. « On fonce !» hurla Xerp au pilote qui démarra instantanément. Mais Lochigin, plus que tout autre, savait que son maître avait abusé pour la dernière fois de son incroyable énergie. Nul ne pouvait tenir aussi longtemps sans oxygène. C'est un corps privé de vie qui la ramènerait à bord. Les navettes présentes eurent à peine le temps de quitter la zone. Les premières charges sautèrent et l'enfer se déchaîna. Moins d'une cinquantaine de mines avaient pu être posées avant la débandade des volontaires. Elles provoquèrent une magnifique explosion, mais des dégâts superficiels. Le cube semblait vraiment d'une solidité à toute épreuve. C'est alors que la charge fixée par le Khan, la seule à se trouver au bon endroit, explosa, créant un trou béant dans la coque. Le temps se figea, un court instant. Puis le gigacube implosa, il se fissura, ses admirables proportions s'étiolèrent, et il se tordit dans tous les sens, se tassa comme s'il essayait de rentrer en lui-même. Enfin, diminué d'un tiers, réduit à l'état de bloc informe, il s'éteignit. Des hurlements de victoire secouèrent les exochaloupes. « Regardez, mon Khan, écoutez !» chuchota Xerp au cadavre d'Atli Blodox, qu'il avait pris dans ses bras. « Ce n'est encore jamais arrivé. Des prairies du Tengri où vous chevauchez à présent en compagnie de vos illustres ancêtres, réjouissez-vous. Les hommes de Drasil louent votre courage. » Les yeux jaunes du Gondule fouillèrent l'espace autour de lui. Les étoiles semblaient l'appeler du fin fond des brisants. Il ressentit le désir d'aller les caresser, de humer leur poussière, de se laisser bercer par leur champ magnétique. Mais cela devait attendre. Une dernière chose l'empêchait d'être libre. Il devait s'acquitter d'une ultime tâche avant de goûter au plaisir infini de hanter les brisants sans but ni contrainte. La tête monstrueuse se tourna vers Planète Morte. Un flot d'ondes magnétiques submergea sa corne. D'autres gondoles étaient là, tout près. Ils tournaient comme des fauves en cage autour de l'astre éteint. Une évidence se fraya un chemin dans sa conscience. Il devait rejoindre ses frères et les éloigner de cet endroit qui sentait la mort et la colère, les convier à une chasse sauvage dans les lointains. Il savoura la morsure du froid glacé de l'espace sur sa peau épaisse. Il emplit ses poumons de vide et poussa un feulement muet. Puis, le monstre qui avait été durant des siècles le rongeur d'os des entrailles bondit en avant. « À nous !» dit Raimor qui relança les réacteurs de l'exochaloupe et fila le gondule à bonne distance toutefois. « Ça va marcher ?» demanda Xavier au maître d'équipage qui avait pris la direction des opérations en attendant le rétablissement de Franken. « Ça doit marcher !» répondit le géant sur un ton qui n'admet pas de réplique. Journal de bord. Notre gondule a vite été abordée par plusieurs de ses congénères. Ils se sont tournés autour, ont échangé quelques coups de corne, histoire de faire connaissance. Puis, l'ancien rongeur d'os a longuement feulé. Du moins, j'imagine, car il avait la gueule ouverte et les autres semblaient l'écouter. Est-ce qu'il était plus grand, plus fort ou plus vieux?
Les trois, peut-être. Ce n'était pas incompatible. Il suffit de voir Raymore. Enfin, il a obtenu leur soumission sans avoir besoin de se battre. Mais peut-être les Gonduls ne se battent-ils jamais entre eux. Le temps d'un froncement de sourcils et 150 de ces monstres se pressaient avec une satisfaction évidente autour du nouveau chef de meute. Celui-ci a encore feulé, puis il s'est élancé dans l'immensité des brisants, entraînant les autres derrière lui. Je n'ai pas très bien vu, le hublot était petit et sale, mais ce spectacle m'a donné des frissons. On fonce, annonça Raymore en mettant enfin la barre sur l'objectif. L'exochaloupe se faufila discrètement au milieu des nombreux débris en orbite, bouts de vaisseaux, morceaux de bâtiments arrachés par les canonnades, souvenirs macabres de la guerre des chemins blancs, dont Planète Morte avait été l'enjeu. Mais les Gonduls, à leur grand soulagement, avaient quitté le secteur. Ils se posèrent sur le petit spatioport de la base impériale reconstruite. Et maintenant demanda Mark. Le système de sécurité va déterminer si nous sommes dangereux ou non, répondit Vranken en se redressant péniblement. Le trajet jusqu'à Planète Morte avait suffi pour surmonter le contre-coup de sa fusion avec le Gondul. Il se sentait encore faible, mais ses forces allaient très vite revenir. Ça va prendre longtemps? Le capitaine haussa les épaules pour signifier qu'il n'en savait rien. L'effort lui arracha une grimace. Alice l'obligea à se rasseoir. Un bip discret signala l'arrivée d'un message. Raymore en prit connaissance, puis demanda à la machine de l'imprimer. C'est une missive qui nous fait suivre l'une des exochaloupes du rongeur d'os, dit Raymore d'une voix lugubre. Mauvaise nouvelle? Demanda Vranken. Le gigacube a été détruit, mais le Khan y a laissé la vie. Le reste est pour toi. Un message personnel de Bloodox, je ne l'ai pas lu. Alice adressa à Vranken un regard rempli d'appréhension. Le tocsin déclenché par le Khan l'avait brusquement tiré de sa prostration. Le spectacle des Gonduls évoluant dans les brisants l'avait réconcilié avec cette même vie qu'elle craignait de perdre. Or, c'était maintenant, au moment où elle avait enfin décidé de vivre, en faisant abstraction de la terrible menace logée en elle, au moment où elle se faisait violence pour redevenir elle-même, qu'elle allait peut-être mourir. En d'autres circonstances, elle aurait ri de cette mauvaise blague du destin, mais là c'était trop. Serrant dans ses bras la jeune femme qui s'était mise à trembler, Vranken lut la lettre du Khan. Je pars en chasse. Quand tu liras ces mots, chien de la lune, j'aurai sans doute rejoint mes ancêtres. On a coutume à Muspel de mettre ses affaires en ordre avant le grand voyage. Dans une autre vie, toi et moi aurions sûrement été amis. Cela m'aurait moins coûté alors de te dire que tu avais raison, que ta hauteur de vue et la noblesse de tes sentiments me font honte à l'heure de l'apocalypse qui jette sur toute chose la lumière dérangeante et crue de l'essentiel. Je voulais me venger de Nifel, et toi, tu souhaitais nous sauver tous. J'espère que le Tengri ne juge pas les hommes. Alors va, Vranken de Xintrailles, fais ce que tu dois faire et sauve-nous. Ton vieil ennemi, Atli Bloodox. PS, j'ai oublié un détail. L'opération d'Alice était une supercherie. Il n'y a jamais eu de technobombe à l'intérieur de la femme que tu aimes. C'était beaucoup plus simple et plus drôle de vous le faire croire. Alice s'effondra en sanglotant sur l'épaule de Vranken, tandis que ses amis regardaient pudiquement ailleurs. Il n'était pas si mauvais, hein, hoqueta-t-elle. C'est un homme hors du commun, dit simplement Vranken. Il ne fallait pas attendre de lui des actes ordinaires. Puis, il se tut et se contenta de consoler celle qui avait été la plus grande fierté du Khan et sa plus grande déception. Une sonnerie stridente leur signifia la fin de la quarantaine. Un sas étanche vint se fixer sur la porte arrière de la navette. La petite équipe se dépêcha de pénétrer dans les bâtiments flambant neufs. Vranken s'appuyait encore sur Alice, mais marchait sans problème. En fait, on ne savait qui soutenait l'autre. C'est désert, nota Alexandrine avec inquiétude. Où sont passés les impérogardes? La base est entièrement automatisée. Une décision des généraux compte, expliqua Xavier qui visiblement ne l'approuvait pas. Les gens n'acceptent plus que les soldats risquent leur vie. C'est stupide. Beaucoup de choses stupides appartiennent déjà au passé, dit Vranken d'une voix sourde. Le présent, quant à lui, est déjà suffisamment lourd à porter. Je ne comprends pas, s'étonna Alexandrine. S'il n'y a pas d'empérogarde, qui va nous accompagner? Personne, petite, lui répondit Raymore. Ceux qui sont ici suffiront largement à la besogne. Mais c'est fou, gémit la jeune fille, on est seulement 7. Roland connaît le chemin des sous-sols, dit Alice en séchant ses larmes. La main de Xavier est, semble-t-il, la seule qui puisse nous ouvrir la porte.
Marc a déjà sauvé un capitaine et un généralissime. Je ne pense pas qu'un seul adulte puisse s'enorgueillir de pareil état de service. Toi, tu ne feras d'Oda. Tu nous aideras à prévenir les éventuels obstacles. Raimor transporte assez d'explosifs pour réduire Planète Morte en cendres. Vrank et moi tâcherons de réfléchir pour tout le monde. Ah, j'oubliais. Bumpoche, comme on descend dans les royaumes des rats, c'est peut-être lui finalement qui devrait prendre la tête du groupe. Bumpoche lui tourna le dos, vexé, et se blottit dans le cou de son maître. Malgré le choc de l'annonce de la mort du Khan et de celle de sa propre libération, il n'y avait pas d'autre mot. Alice reprenait rapidement le dessus au grand soulagement de Vranken. Tu vois, conclut-il en s'adressant à Xandrine, les Impérogardes s'ennuieraient avec nous. Ils n'auraient rien à faire. Un silence s'abattit sur la flotte lorsque la mort du Khan fut annoncée. Le percement des hosannas céda la place à la gravité. Spontanément, 10 voix entonnèrent le chant des braves tombés à la bataille. 10 voix bientôt rejointes par 1000, puis 100 000 autres. J'avais un camarade, de meilleur il n'en est pas. Le voilà qui tombe à terre, mon cœur est déchiré. Adieu donc, adieu mon frère. Restons toujours unis. Les gorges muspelliennes et niféliennes se serrèrent pareillement lorsque les derniers mots retentirent dans les haut-parleurs. Puis un cri brisa l'hébétude qui s'était emparée des équipages. « Regardez, opponents !» Comme un seul homme, les survivants de la grande armée de Drasil se précipitèrent vers les hublots. Dans le lointain, une traînée dorée approchait. On dirait un énorme lever de soleil sur les brisants, dit Arbar Ogantyr, en observant le phénomène depuis le poste de commande du Phénix qu'il n'avait pu quitter, à son grand regret, pour se battre à bord d'une des exochaloupes. Il avait fait la promesse à Vranken de Xaintrailles de veiller personnellement sur la jeune Morgane. En échange, le capitaine prendrait soin de son neveu Xavier et de Roland. « Non, monsieur, répondit un matelot, pas le soleil. »« Sang de troll !» s'exclama le général comte. « Des cubes, des gigacubes, des milliers de gigacubes !» En effet, remplissant peu à peu le champ de vision des vaisseaux drasiliens, une escadre des mêmes cubes que celui qui venait d'être détruit grâce au sacrifice du Khan approchait de Planète Morte. Leur nombre était infini. « Et nous qui pensions que le gigacube était un vaisseau amiral !» murmura pour lui-même Arbar, glacé d'effroi. « Quelle erreur! Par les puissances, quelle erreur !» L'armada de Rigel, les mégacubes qui avaient détruit Nismal et Garm, n'était que l'avant-garde d'une armée invincible, défiant l'imagination. Le général comte regarda le matelot à ses côtés. Lui aussi avait pâli et ses traits exprimaient le désespoir et la résignation. Notre unique chance réside à présent dans le succès de Xaintrailles, songea Arbar Ogantyr, avec une ferveur égale à celle qu'il mettait dans ses prières. Les ténèbres se troublèrent et Mélanthos fit son apparition sur l'échiquier. Fraulfida avait à peine eu le temps de se dissimuler. Le garçon aux cheveux blancs semblait furieux. « Tu m'as trahi !» cracha-t-il en venant vers Morgane. « Trahi ?» répéta-t-elle sincèrement surprise. « Ne joue pas avec moi. Je ne sais pas comment tu as averti cet homme, celui vers lequel vont tes pensées. » Alors qu'elle aurait dû trembler pour sa vie, Morgane songea à Fraulfida, qui avait sans nul doute entendu les paroles de Mélentos. Sûre qu'elle aurait le droit, elle aussi, à un savon au sujet des garçons. Je lui dis en effet que tu me gardais prisonnière, et que ça ne me plaisait pas, lança-t-elle sur un ton de défi. Le garçon lui colla une gifle qui la fit vaciller. Ce n'est pas la seule chose, continua Mélentos d'une voix dure. Il vient vers moi, alors que je ne suis pas prêt. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Morgane tremblait d'une rage contenue. Il avait osé la frapper. Sa joue la brûlait. Elle arracha la couronne de verre qui saignait toujours son front et la jeta au sol, où elle se brisa en 1000 morceaux. « Vranken te trouvera, Mélentos, articula-t-elle en lui renvoyant un regard haineux. Il te trouvera, il te détruira. Avec un cri de rage, Mélentos saisit la jeune fille par le bras. Il était beaucoup plus fort qu'elle, et Morgane se sentit prise dans un étau. « Je voulais faire de toi ma reine. C'est comme ça que tu me remercies ? Tant pis pour toi. Je te condamne à errer pour l'éternité dans l'abîme. » Il fit un geste de sa main libre. Aussitôt, Morgane sentit quelque chose autour de ses chevilles. Elle baissa les yeux et vit avec horreur qu'une chaîne lui entravait les pieds. Une chaîne au bout de laquelle pendait un boulet. Alors, sans lui laisser le temps de protester, Mélentos poussa Morgane hors de l'échiquier.
Chapitre 18. Ramassé dans l'angoisse. Xavier appliqua la paume de sa main gauche sur une plaque de polyvert et soumit son œil droit au technocontrôle. La lourde porte blindée s'effaça dans un chuintement, libérant le couloir taillé à la même la roche qui conduisait dans les entrailles de Planète Morte. Tu es devenu quelqu'un d'important, dis donc, s'étonna Marc auprès de son ami. J'ai accès, en tant que stratège, à la zone de commandement tactique enfouie sous le palais comtal, expliqua Xavier. Pour des raisons d'économie, l'Empire a fait poser le même mécanisme de reconnaissance sur Planète Morte. L'expédition la plus importante de ces 1000 dernières années, rendue possible par la radinerie des généraux comtes, releva Alice avant de murmurer pour elle-même. Oui, le destin est farceur. Raymore se tourna vers Roland et haussa un sourcil interrogateur. Il y a un couloir qui conduit directement à la salle des machines, dit le garçon. J'ai eu l'occasion de m'y rendre. Elle est protégée par une porte comme celle-ci. Les autres galeries sont des leurres qui ne mènent nulle part, mais je vous guiderai sans problème. Roland se rembrunit. Il avait été capturé dans les sous-sols par les troupes de Muspel alors qu'il couvrait la fuite du colonel Brinks-Vorbranx, puis avait été traîné avec les autres prisonniers jusqu'à la salle des machines, forçant sa reddition. Ce n'étaient pas des souvenirs agréables. J'oubliais, ajouta-t-il. La salle des machines est un cul-de-sac. Les autres se regardèrent. Pas de véritable couloir secondaire, hein demanda Vranken. Roland secoua la tête. Et si Mélanto se cachait simplement à la surface, ou dans une grotte, suggéra Xandrine. J'ai balayé Planète Morte 2 fois avec des technoscanners qui auraient décelé une fiente de mouches 100 mètres sous terre, répondit Raymore. Non, il faut chercher plus bas ou ailleurs. Commençons par la salle des machines, dit Vranken en prenant la tête de la colonne. Je suis perdu, songea simplement Morgan en tombant. Fraulfida vit la jeune fille basculer dans le vide. Sans prendre le temps de réfléchir, elle jaillit du recoin où elle se cachait et l'attrapa au vol. Le poids de la chaîne l'entraîna immédiatement dans les ténèbres. Mathilde trouvait vraiment le temps long, très long. Qui savait quel événement se déroulait au même moment au-dessus d'elle? Des événements importants, auxquels elle ne pouvait pas participer. Elle bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Puis elle sentit le corps de Fraulfida se raidir et s'écrouler en avant. Instinctivement, Mathilde stoppa sa chute. Elle ahana sous l'effort. La vieille demeuresse pesait le poids d'un âne mort. Sors de troll, jura la jeune fille, tout à fait éveillée à présent. Elle banda ses muscles et s'arc-bouta pour empêcher la vieille femme de tomber. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprends rien, ronchonna-t-elle en essayant de trouver une meilleure position pour soutenir Fraulfida. Dans son empressement, elle fit un faux mouvement et son pied gauche glissa. Sans le... Emportée par le poids de la devineresse, Mathilde trébucha et bascula à son tour, tombant tête la première dans la source. La jeune fille maudit sa maladresse. Elle retrouva son équilibre, s'assit puis toussa, en s'assurant que le corps de Fraulfida était toujours dans ses bras. Puis elle ouvrit les yeux. Mathilde suffoqua. Elle n'était plus dans le temple. Elle se trouvait sur un échiquier géant, flottant au milieu des ténèbres si noires que la plus sombre des nuits, en comparaison, paraissait lumineuse. Enfin, ce n'était pas le corps de Fraulfida qu'elle serrait contre elle, mais celui d'une fille évanouie dont les pieds étaient entravés par une chaîne pesante. « Fraulfida » gémit Mathilde. « Au secours !» La salle qui abritait la machinerie, permettant au chemin blanc de fonctionner, était vaste et entièrement tapissée de polymétal. Une précaution contre les bombardements en profondeur. Grâce à Xavier, ils avaient heureusement pu y pénétrer sans avoir à utiliser l'arsenal que transportait Raymore. Impressionnant, reconnut le jeune stratège en contemplant la caverne. Roland observait lui aussi fasciné l'endroit où Brinks-Vorbranx avait déposé les armes. Et il gardait de cet épisode, au cours duquel il avait été utilisé comme montage, un sentiment amer qui le poursuivait encore. Le petit avait raison, dit Raymore, c'est un cul-de-sac. Et ça, demanda Xandrine en désignant les tubes gigantesques qui s'enfonçaient dans le sol au fond de la caverne. Ça va où? Ces tuyaux plongent au cœur de Planète Morte, dit Vranken. Ce sont eux qui captent la fabuleuse énergie permettant à ces machines de fonctionner. Les astrotechniciens de l'Empire ont sûrement prévu un accès en cas de défaillance, dit Alice avec un large sourire. Marc, bumpoche sur l'épaule, avait déjà ouvert une trappe aménagée sur le plus petit des tubes qui se révéla creux. Ça semble renfermé, dit-il en se pinçant le nez, tandis que le cyberrat acquiesçait par un couinement.
L'installation date de 150 ans, répliqua Vranken. Je parie que ce tube d'entretien n'a pas été emprunté depuis. Je passe devant, annonça Raimor en considérant la trappe, puis le tuyau d'un air dubitatif. Comme ça, si ça coince, vous serez bien obligé de m'aider. Morgane reprit connaissance, allongée contre une fille qu'elle ne connaissait pas et qui semblait au bord de l'hystérie. La devineresse commença par s'assurer que Menantos n'était pas dans les parages. Il avait certainement quitté l'échiquier sitôt son forfait accompli. Mais il reviendrait vite, elle en était certaine. Dès qu'il comprendrait qu'elle était encore là sur l'échiquier, au lieu de sombrer indéfiniment dans le néant, ramassée sur elle-même dans l'angoisse de chaque instant. Qu'est-ce qui s'est passé demanda-t-elle en essayant d'ignorer la douleur qui irradiait ses chevilles. Qui êtes-vous je sais pas le dire. Octa Mathilde. Je m'appelle Morgane, et toi? L'information se fraya un chemin dans l'esprit troublé de Mathilde. Morgane? La Morgane, la novice du rongeur d'os? Je suis devineresse maintenant. La grande fille se sentit inexplicablement soulagée. Mathilde, se présenta-t-elle, je suis la cousine de Xavier. Oui, ça y est, Spartacus, c'est ça? Mathilde hocha la tête. Elle avait retrouvé un peu d'aplomb. J'étais avec Frau-Ulfida dans le temple du Phénix, le vaisseau de mon père. Elle m'avait demandé de rester près d'elle pour la soutenir en cas de défaillance. Elle avait confiance en moi. Nous sommes restés très proches depuis l'aventure de Spartacus. Morgane l'encouragea d'un signe de tête. Frau-Ulfida est entrée plusieurs fois en transe au cours de notre séjour dans le temple. Elle ne m'a jamais expliqué ce qui se passait, mais tout à l'heure elle a basculé en avant de manière si soudaine, elle pesait tout un coup un tel poids que c'est moi qui suis tombé. J'ai atterri dans la source et quand j'ai ouvert les yeux j'étais ici. Mathilde reprit son souffle. À toi maintenant de m'expliquer ce qui se passe. Non, répondit Morgane à la grande fille éberluée, je ne peux pas. Je t'ai tout raconté moi, répliqua Mathilde vexée. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas, précisa Morgane. J'ai dit que je ne pouvais pas. Je n'ai pas d'explication pour ce qui est arrivé. Tu n'es pas devineresse, la source n'aurait jamais dû réagir. Tu n'es pas Ochigin, tu n'as rien à faire dans les limbes. Encore moins ici dans le néant. Peut-être Frau-Ulfida, sous l'effet d'une émotion intense, a-t-elle servi de médium, de porte. Je ne peux même pas te dire où elle se trouve en ce moment. Cependant, pour parler quand même aussi inimaginable que cela puisse paraître, on dirait bien qu'elle t'a passé le relais. Tu veux dire qu'on est quelque part dans les plans mystiques? Morgane hocha gravement de la tête. Oui, dans la même galère, et crois-moi, on n'est pas tiré d'affaire. Raimor s'extirpa du tuyau avec un soupir de soulagement. La trappe de sortie débouchait dans une autre caverne, plus vaste que celle des machines. Les murs étaient restés bruts. Des plaques de métal phosphorescent diffusaient une lumière qui donnait au lieu une allure de temple. Les tubes convoyaient l'énergie nécessaire au chemin blanc convergeaient en direction d'une coupole en polyvert plaquée contre la paroi au fond de la caverne. Pas de mélantos, grogna le géant avec un bref tour d'horizon. Juste ça. Ils s'approchèrent tous les sept de la coupole, conscients d'être les premiers depuis un siècle et demi à contempler ce mystère. C'est tout? Ne put s'empêcher de lâcher Xavier, déçu. La structure de polyvert protégeait un cristal incandescent de la taille d'un homme. Ils durent plisser les yeux pour distinguer l'étrange noyau. Pas besoin d'être grand pour être costaud, hein, Bumpoche, dit Marc en grattant l'animal derrière la tête. Vranken secouant la tête. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Vrank demanda Raimor qui faisait confiance aux intuitions de son ami. Rien ne va, s'emporta-t-il. Quand on peut gagner le centre d'une planète sans que la chaleur ou le magnétisme augmente? Tu veux dire que planète morte n'est pas une planète, ni même un astre. C'est quoi alors? Le pressa Xavier. Je ne sais pas encore, Raimor. Je ne sais pas encore. Raimor, Rank, tu vas faire sortir un morceau de la paroi sans toucher au cristal. Hein? Mais pourquoi? Les astro-savants qui ont découvert la source d'énergie se sont arrêtés à ses propriétés. Ils ne se sont pas demandé pourquoi elle était là, ni ce qu'il y avait derrière, et il est grand temps d'y remédier. Mathilde sursauta. Un garçon étrange venait d'apparaître sur l'échiquier. Il était de petite taille, vêtu de noir avec les cheveux blancs. Son visage très pâle tremblait d'une rage à peine contenue. « C'est qui celui-là » demanda-t-elle à Morgane en chuchotant. « La source de nos ennuis. »« Aïe » fit simplement Mathilde. Menantos toisa les deux jeunes filles. Il serrait le poing. La haine se lisait sans effort dans ses yeux, à la teinte laiteuse. « Tu es allé chercher l'aide d'une amie » cracha-t-il à Morgane. « Tant pis pour elle, elle partagera ton sort. » Un grand couteau pointu se matérialisa dans sa main droite. Menantos ricana. « Tu es trop maligne, Morgane. J'envisage désormais une solution plus radicale pour débarrasser les plans de ta présence. »
Ne nous en parlons pas, réagit précipitamment Mathilde, essayons plutôt de discuter. Personnellement, j'adore bavarder avec les jolis garçons. Elle ponctua sa sortie d'un sourire éblouissant. Mais Anthos la fixa interdit. La deuxième explosion fit voler des morceaux de rocher dans toute la salle. Heureusement, il avait pris la précaution de s'abriter derrière les tubes. J'avais dit en douceur, gronda Vranken. La première tentative n'a rien donné, se justifia Raimor. J'ai juste augmenté un peu la dose. Un peu, oui. Regardez, cria Roland, l'explosion a dégagé un passage. Ils se précipitèrent. Une partie de la paroi avait volé en éclats, dévoilant une autre caverne à peine moins grande. Elle aussi était éclairée, mais la source de cette lumière les plongea dans une profonde stupeur. Au centre de la caverne se dressaient les restes de ce qui avait été, il y a très longtemps, le cockpit d'un vaisseau spatial. Les parties métalliques s'étaient en partie minéralisées, le verre des anciennes baies s'était entièrement désagrégé. Seul le fauteuil du pilote, réalisé d'une pièce dans une matière étrange, semblait encore solide. Il supportait le corps décharné, presque momifié, d'un être d'apparence humaine, plus grand et plus fin cependant qu'un homme. Un réseau complexe de tubes dans lequel circulaient des fluides colorés reliait ce corps à une énorme machine, et les fils qui alimentaient la machine étaient connectés à un gigantesque cristal dont une partie seulement saillait de l'autre côté de la paroi. Bumpoche se mit à trembler et se cacha dans les bras de Marc. « Mélentos » murmura Vranken, qui ne pouvait détacher son regard du visage émacié, dont les yeux, totalement blancs, semblaient perdus dans le néant. Xandrine était restée en arrière. Elle avait immédiatement perçu une présence en pénétrant dans la caverne. Une présence ancienne, puissante et mauvaise. Son instinct de devineresse, bien qu'émoussé par les récents événements, lui hurlait de s'enfuir, mais elle était paralysée. Puis, elle sentit quelque chose autour d'elle, et cette chose sondait son esprit. Quand elle voulut hurler pour avertir les autres, c'était déjà trop tard. « Ordure !» rugit Raimor à l'adresse du corps momifié, tout en prélevant dans son sac 2 charges explosives. « Je vais mettre un terme définitif à l'acharnement thérapeutique. » Il avança d'un pas décidé vers le fauteuil. « Non !» Un cri aigu, désespéré, l'arrêta dans sa charge. Derrière lui, Xandrine tremblait de tous ses membres. La jeune fille avait les yeux révulsés. Elle se débattit un moment contre une présence invisible, puis se figea. « Xandrine !» hurla Xavier en courant vers elle. Elle tourna vers lui un regard halluciné qui le stoppa net dans son élan. Puis elle bougea la tête de façon mécanique devant ses amis horrifiés. Enfin, sa bouche se tordit et une voix qui n'était pas la sienne, remplie de sonorités métalliques, retentit dans la caverne. « Il ne faut pas lui faire de mal. Mon maître est le dernier. » Chapitre 19. Pleurant sous leur vieux bonnet noir. Personne n'osait faire un geste dans la caverne, qui abritait l'étrange vaisseau fossilisé et l'inquiétant humanoïde rivé sur son trône de ténèbres. Ranken, Alice, Raimor, Roland, Marc et Xavier fixaient sans y croire Xandrine, qui parlait avec une voix de machine. Aucun doute n'était permis. Quelque chose avait pris possession de leur ami. « Le dernier quoi ?» demanda Vranken en s'efforçant de rester calme. Le cœur serré, Xavier vit Xandrine osciller, puis faire un pas maladroit dans leur direction. Il devinait au soubresaut qui l'agitait qu'elle continuait à se battre contre l'abjecte intrusion. Mais pour le moment, elle avait le dessous. « Le dernier de sa race !» répondit la chose qui abritait la jeune fille. « Mon maître est le dernier de sa race. »« Ton maître est un monstre qui mérite de crever !» réagit vivement Raimor. Un sourire horrible déforma le visage de Xandrine. « Pourtant, vous n'arrêtez pas de l'invoquer. »« Que veux-tu dire ?» intervint Vranken. « Mélentos, mon maître, est l'un des puissants qui régnèrent sur l'univers. » Cette révélation les plongea dans une stupéfaction sans borne. Alice fut la première à en sortir. « Ce cadavre, là, devant nous, serait une puissance ?»« Mélentos n'est pas mort, » rectifia la chose. « Il vit depuis 100 000 ans. Ne sous-estimez pas ses pouvoirs. S'il est tellement puissant, continua Vranken, comment se fait-il qu'il soit là dans cet état, incapable de bouger et de prendre la tête des armées qu'il a convoquées ? Il y a eu un imprévu, reconnut la voix, une lutte de pouvoir entre Mélentos et ses frères. Les énergies déployées lors de ce combat furent gigantesques. Elles ont engendré un monstre qui s'est révélé impossible à vaincre.
Les puissances qui avaient survécu à la bataille ont pris la fuite et sont parvenues à regagner l'endroit d'où elles venaient. Pas mon maître. Ils essayèrent d'imaginer à quoi pouvait ressembler le monstre qui avait effrayé les puissances. Le temps, murmura Marc. Ils ont créé le temps. C'est raconté dans le poème des origines, se justifia-t-il face au regard médisé de ses amis, avant de réciter. Ensuite, quelque chose vint de l'extérieur. L'univers hésitait, alors entre l'ordre et le chaos. Quelque chose vint et repartit, bouleversant tout sur son passage, provoquant la disparition d'êtres anciens et l'apparition d'êtres nouveaux. Les trolls et les elfes cédèrent la place aux hommes, les gondoles se raréfièrent, de nombreux esprits quittèrent les planètes pour les étoiles. Le grand serpent envahit les brisants, et les soubresauts donnèrent naissance aux tempêtes meurtrières que l'on appelle aujourd'hui les tumultes. Surtout, dans son sillage, la chose de l'extérieur laissa le temps, qui engendra le passé, le présent et l'avenir. Cette chose qui vient de l'extérieur, le poème évoque les puissances, pas vrai? S'exclama Roland. Par la corne du gondule, rugit Raimor. Mais alors, les types dans les mégacubes, c'était des trolls, hein? Des trolls embrigadés par les puissances dans leur conflit. Un rire métallique doucha leur enthousiasme. Tout cela vous dépasse, et je comprends, dit la chose qui se servait de Xandrine. Vous devez vous sentir terriblement insignifiant. Un gars insignifiant qui marche va plus loin qu'une puissance infirme clouée dans un fauteuil, répondit Marc du tac au tac. Mon maître s'est laissé rattraper par le temps, admit la voix. Son vaisseau est tombé en panne, nous obligeant à organiser sa survie, dans l'attente de jours meilleurs. Et puis ces jours ont tardé, poursuivit Ranken. Météorites et poussières ont peu à peu transformé le vaisseau de l'ancien seigneur de guerre qui guerroyait contre ses semblables à l'aube des temps pour la domination de l'univers, encore céleste inerte. Jusqu'au moment où une perturbation nous a réveillés, se réjouit la chose. Des hommes sont venus brancher leur propre machine sur notre centrale d'énergie, et nous avons bougé dans notre sommeil. Ils l'ont ensuite débranché et nous avons ouvert les yeux. Le Khan, lâcha Roland. Il a coupé les chemins blancs lors de sa guerre contre Nifel il y a 2 ans. Sans le savoir, il a réveillé l'ancien puissant et déclenché un signal qui a attiré jusqu'à lui les vaisseaux de son ancienne armée, continua Vranken. Une armée qui a mis 2 ans pour arriver ici, rappela Alice. Je ne veux même pas imaginer d'où elle a pu partir. L'univers n'est pas assez vaste pour ça. C'est surtout une armée qui attend un signe de son maître depuis des milliers d'années, grogna Raimor. Pas étonnant qu'elle soit constituée de cadavres. Oh, ne vous inquiétez pas, dit la chose. Lorsqu'il sera en possession de tous ses moyens, mon maître saura redonner à l'armada son lustre d'antan, et il trouvera aussi de nouveaux équipages. Il sait être extrêmement persuasif. Raison de plus pour ne pas perdre de temps, dit le géant en se dirigeant vers le corps immobile de l'ancienne puissance. Vous ne devriez pas faire ça, le prévint la voix métallique. Raimor, hurla Vranken en se précipitant pour l'arrêter. Non! C'est déjà trop tard. Mélantos avait bougé. Il avait tourné la tête et plongé son regard laiteux dans les prunelles sombres du géant. Raimor s'arrêta net, ses yeux s'arrondirent, sa bouche s'ouvrit dans un hurlement qu'il n'eut pas le temps de pousser. Du sang se mit à couler par ses oreilles et par son nez. Puis le maître d'équipage s'écroula sous le sol, foudroyé. Non! Gémit Vranken en se laissant tomber à côté de son vieil ami. Il tapa sur la poitrine du géant comme si ce geste désespéré pouvait le ramener à la vie. Une incrédulité totale se lisait sur son visage. Reste avec moi, Raimor, j'ai encore besoin de toi, c'est pas possible, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Des larmes envahirent ses yeux. Il les laissa couler sans chercher à les retenir. L'impensable venait de se produire, son ami était mort. Tandis que le capitaine sombrait dans l'hébétude, les autres contemplaient sans y croire le corps du maître d'équipage. Un instant plus tôt, Raimor hurlait de sa voix de stentor rassurante. Maintenant il gisait sur le sol comme un chien abattu. Un chagrin immense s'empara d'eux. Même Alice était bouleversée. Poche n'arrêtait pas de tourner sur lui-même comme une mécanique devenue folle. Je l'avais prévenu, fit remarquer la chose, mais personne ne lui prêta attention. Mélantos regarda Mathilde avec des yeux ronds. La jeune fille venait de lui faire un clin d'œil. Le couteau était toujours dans sa main, mais elle semblait l'avoir oublié. « Qui es-tu » demanda-t-il avec étonnement. « Je suis une sorcière puissante, lâcha-t-elle, tandis que Morgane secouait la tête d'un air désolé. « J'ai entendu dire que tu cherchais une fille pour te tenir compagnie et... » Le garçon éclata de rire. « Une sorcière puissante, hein ?» Il fit un geste et Mathilde se retrouva instantanément le dos au sol, bras en croix. « Ne lui fais pas de mal !» s'interposa Morgane. « C'est à moi que tu en veux, laisse-la repartir. »
Tu as entendu? Se moqua Mélentos, c'est une sorcière puissante. Elle n'a pas besoin de chaperon. Écarte-toi, je vais m'occuper d'elle et après je serai tout à toi, ma reine. Il souligna ces derniers mots avec un sourire à glacer le sang. Mais Morgane ne s'écarta pas. Elle releva même la tête dans une attitude de défi. Mélentos soupira. Quel dommage, tu aurais été parfaite à mes côtés, mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, qui porte la même robe que toi et qui semble plus docile. Morgane n'écoutait plus. Elle avait fermé les yeux, et ses lèvres bougeaient très vite. Wishven t'appelle, Wishven a besoin de toi, Wishven t'implore, murmurait-elle à la façon d'une litanie. Tu pries? Tu as raison de prier, Morgane, dit Mélentos d'une voix presque douce. Comme ont prié nombre de mes frères pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, car rien ne pourra te protéger de ma colère. Il leva son couteau. Dans la caverne, qui était à présent un tombeau, celui de Raimor terrassé par l'ancienne puissance, personne n'aurait pu deviner jusqu'où irait le chagrin de Bumpoche. Le cyberrat courait sur le corps de son maître en poussant des couinements à fendre le cœur. Fou de douleur, il tournait son œil unique vers chacun des amis de Raimor comme pour leur réclamer une explication. À la fin, Marc s'approcha et s'accroupit, proposant à Bumpoche le réconfort de ses bras. La chose qui possédait Xandrine ricana. Bumpoche fixa alors la jeune fille dans les yeux, des yeux révulsés qui ne lui appartenaient plus. Il retroussa ses babines et gronda comme personne ne l'avait encore entendu faire. La chose parut effrayée. Dans le même temps, les efforts de Xandrine s'intensifièrent. Xavier ne perdait pas une miette de la scène. Depuis l'apparition de la chose, il n'avait pas quitté son ami des yeux. Il était bouleversé par sa souffrance qu'il devinait à travers quantité de détails. Ses mains qui se serraient et se desserraient, la sueur qui avait envahi son front, le tremblement de ses membres. S'il n'avait pas craint d'empirer son état, il se serait précipité depuis longtemps pour la prendre dans ses bras, pour la protéger, lui dire qu'elle n'aurait plus jamais mal, mais il restait là, impuissant à assister au triomphe de la chose à l'intérieur de celle qu'il aimait. Oui, il l'aimait. Il le savait à présent. C'était comme un voile qui s'était déchiré. Un étau enserrait son cœur. Il souffrait de la voir souffrir et éprouvait une haine terrible pour ceux qui en étaient la cause. Son impuissance lui était insupportable. Alors l'intervention de Bumpoche le mit en alerte. Une ouverture était apparue. Il n'y en aurait peut-être plus jamais d'autre. Il courut vers Xandrine et lui prit la main. Il se plia en deux, puis se redressa d'un coup tendu comme un arc. Sa main serra convulsivement celle de Xavier, qui balbutia quelques mots sans importance. La jeune fille sembla réagir au son de sa voix. Elle secoua la tête et son regard s'arracha à celui du cyberrat. Elle se calma aussitôt. Un sourire forcé déforma son visage. C'est inutile. Elle est à moi, dit la voix de la chose sur un ton triomphal. Non, hurla Xavier. L'ancienne puissance bougea derrière eux. Elle les observa de son regard terrifiant, et ses lèvres parcheminées esquissèrent un sourire qui les pétrifia de terreur. Vous avez mis mon maître en colère, les avertit la chose. Il va vous tuer les uns après les autres. Fuir ne servirait à rien. Avant que quiconque ait pu réagir, Bumpoche sauta sur le fauteuil, et avec une énergie que personne ne lui connaissait, il se hissa sur l'un des accoudoirs. Mélentos se pencha vers l'animal dressé sur ses prothèses arrière. Son regard laiteux considéra un moment le rat frémissant de colère. Puis il déchaîna contre lui la puissance de son esprit. Bumpoche accusa le choc en couinant de douleur, mais son museau ne saignait pas, et ses oreilles non plus. Son œil unique, rivé aux yeux blancs moqueurs, il envoya à son tour une vague d'énergie mentale. Le crâne de Mélentos heurta le dossier. L'ancienne puissance sembla stupéfaite. Un hennissement furieux stoppa Mélentos dans son élan, au moment où il avait plongé sa lame dans le cœur de Morgane. Repoussant la noirceur des ténèbres, une licorne couleur d'écume galopait à grande allure en direction de l'échiquier. Un licol rompu battait sur son cou, qu'elle secouait rageusement, soulevant de la poussière d'étoiles. « Cheval de mer !» s'exclama joyeusement Morgane, qui avait rouvert les yeux au premier hennissement. Mélentos avait reculé d'un pas, indécis. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Mathilde, qui ruait dans tous les sens pour se libérer. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est mon esprit gardien, » expliqua rapidement Morgane. « Il a tardé à venir, mais maintenant je crois qu'on ne risque plus rien. Vous, par contre, continua-t-elle en fixant le garçon. J'aurais peur d'un vulgaire animal, rétorqua Mélentos, qui ne parvenait cependant pas à dissimuler son inquiétude. Oui, dit la devineresse, sinon vous ne l'auriez pas attaché loin de moi.
Le cheval de mer se rapprochait. On distinguait à présent parfaitement la corne qui l'avait retenu prisonnier. Elle avait été patiemment rongée. Et vous avez eu tort, termina-t-elle, parce qu'il n'est pas content. La licorne fit claquer ses sabots sur l'échiquier. Elle hennit encore une fois en se cabrant, forçant Mélentos à reculer. Pourquoi il n'essaye pas de s'enfuir s'étonna Mathilde qui assistait à la scène bouche bée. Mon cheval de mer le suivrait partout, il n'a aucun endroit où se cacher. Le garçon aux cheveux blancs leva son couteau, protection dérisoire contre la fureur de l'esprit gardien. Finalement, la licorne donna un grand coup de tête vers l'avant et embrocha Mélentos de sa corne effilée. Le couteau que brandissait le garçon disparut. Les deux filles purent lire l'incompréhension dans son regard, tandis qu'il perdait consistance, s'évanouissant lentement dans le néant. Cheval de mer s'écria Morgane en se précipitant vers lui et en l'entourant de ses bras. Elle ôta le licol rongé qui grésilla au contact de l'échiquier et disparut lui aussi. J'ai bien cru ne jamais te revoir. La licorne frotta affectueusement ses naseaux contre la joue de Morgane, mêlant leur humidité salée aux larmes de la devineresse. Incroyable, murmura Alice. Un vulgaire rat qui tient tête au seigneur de l'univers. Bumpoche n'est pas un vulgaire rat, la rabroua Marc. Tu as raison, reconnut-elle. C'est un animal exceptionnel. Grâce à lui, nous gagnons un peu de temps. Juste un peu de temps, hélas. Déjà, le combat mental reprenait, et Mélentos avait cessé de jouer. Tout le corps du cyberrat tremblait sous les coups de butoir que lui infligeait la puissance. Soudain, le crâne de l'animal enfla, puis explosa. Un cri d'horreur unanime résonna dans la caverne. Maintenant, dit Marc en serrant les poings, plus rien ne nous sauvera de Mélentos. On est perdu, ajouta Roland d'une voix désespérée. Il faudra d'abord qu'il me détruise, lança Alice en avançant d'un pas, protégeant Vranken resté à terre près de Raimor, et obligeant Marc et Roland à s'abriter derrière elle. Mélentos la fixa d'un air presque amusé, pâle mais déterminé. Alice soutint le regard qui la sondait jusqu'à l'âme. « Vas-y, qu'est-ce que tu attends » cria-t-elle. « Tu préfères t'attaquer à des enfants ? Lâche !» La puissance eut un sourire mauvais. Alice retint son souffle et se prépara à mourir. Elle aurait voulu dire tant de choses à Vranken. Tout ce qu'elle avait été incapable d'exprimer tandis qu'elle se morfondait et pleurait sur son sort. À l'époque, pourtant, elle croyait seulement qu'elle allait mourir. Maintenant, c'était une certitude et il était trop tard. Rattrapée par le temps, elle aussi, c'était sa faute. Elle ravala ses larmes. Il ne lui restait plus qu'à être courageuse. Soudain, le corps décharné de la puissance se raidit dans son fauteuil. Un râle d'agonie sortit de sa gorge. Puis il s'affala inerte. L'alarme de son appareillage se déclencha. « Non » hurla Xandrine avant de chanceler et de tomber dans les bras de Xavier. Il serra contre lui la jeune fille qui sanglotait et lui murmura quelques paroles rassurantes. « La chose qui possédait Xandrine est partie, annonça-t-il avec un immense soulagement. « Qu'est-ce qui s'est passé » s'étonna Roland. « C'est allé très vite, je n'ai rien compris. »« Moi non plus, » dit Alice en retrouvant ses esprits. Ses mains tremblaient. Elle se laissa tomber sur le sol à côté de Vranken, qui était resté agenouillé, choqué devant Raimor. « Mélentos est mort et bien mort, dit Marc en s'approchant du cadavre avec un frisson de dégoût. Puis il récupéra tristement dans ses mains le corps décapité du cyberrat pour le déposer sur la poitrine du maître d'équipage. « Merci pour ta bravoure, Bumpoche, murmura-t-il en guise d'oraison funèbre. Morgane avait chargé Mathilde sur le dos de la licorne. « Tu seras bientôt de retour sur le Phénix, lui promet-elle. J'ai peur, hélas, que tu apprennes là-bas la mort de Fraulfida. Tu ne viens pas ? Pas encore. J'attends quelqu'un. Je me débrouillerai pour rentrer seule. Elle tapa sur la croûte de l'animal qui partit au galop. Elle le regarda un moment s'éloigner, puis vint s'asseoir au centre de l'échiquier. Elle s'est bien débrouillée, n'est-ce pas, mes sœurs? Nous sommes fiers d'elle. Elle n'a pas démérité. Trois vieilles femmes se tenaient en face d'elle. Elles avaient toutes le visage profondément ridé, des cheveux gris et les yeux blancs. Seule la couleur de leur manteau les différenciait. « Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu » demanda Morgane sur un ton de reproche. « Bien des hommes ont souffert, et j'ai moi-même failli mourir. »« Mélentos était une puissance, dit la Vienne au manteau noir. Trop fort pour nous, dit la Vienne au manteau rouge, trop ancien. Morgane réfléchit un moment. J'ai toujours cru que c'était vous, les puissances. Les trois vieilles se mirent à rire. On aurait dit les croassements de Corneille. Les puissances ont créé le temps, expliqua la vieille au manteau blanc. Nous sommes ses filles. Vous êtes les filles du temps?
demanda Morgane en plissant les yeux. Elles hochèrent la tête. Je suis le passé, moi le présent, et moi l'avenir. Un bon sourire éclaira leur visage. On te remercie, Wyvern, d'avoir chassé Mélentos. On va pouvoir s'installer ici sur son échiquier. Ce sera plus confortable qu'errer dans l'abîme. À nos âges, on se fatigue plus vite. Morgane se leva. Ses questions avaient trouvé des réponses. Elle n'avait pas de raison de s'attarder. Tu seras toujours la bienvenue, Wyvern. Elle salua les trois femmes d'un signe de tête et plongea dans le néant. Épilogue. Journal de bord, 12e jour de Skir. Bien que sujet de Muspel, j'ai gardé l'habitude de me référer au calendrier de Nifel. Personne ne m'en tiendra rigueur pour la simple raison que je suis désormais, cette fois c'est sûr, le seul à relire ces lignes. Cela fait bientôt 3 ans que le rongeur d'os a repris sa vie de gondule. 3 ans que Mélentos a définitivement cessé d'être une menace. 3 ans que nos vies ont irrémédiablement basculé. Je me souviens de Vranken me tendant le journal de son navire disparu et me demandant d'en prendre soin. J'ai accepté bien sûr, et j'ai pensé à Raymore qui me l'avait tendu de la même façon, avec la même recommandation. Le vieux maître d'équipage me manque, comme me manquent mes amis, avec lesquels j'ai partagé tant d'aventures. Hélas, les rencontres sont difficiles depuis que les chemins blancs se sont effacés. Malgré tous les efforts des astrosavants de l'Empire, le cristal n'a pas voulu survivre à la disparition de son maître. Il s'est éteint lentement, laissant le temps aux survivants de la bataille des cubes de rentrer chez eux. Beaucoup ont péri durant cette boucherie inutile. Les rapports de force ont changé, mais on peut dire que les hommes ont, à cette occasion, reconquis leur liberté dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, les 19 planètes gravitant autour de Drasil, paix aux âmes de Nismal et de Garm, sont physiquement isolées, indépendantes également, puisque le nouveau Khan a honoré la promesse faite par Atiblodox de rendre leur destin au peuple soumis. Chacun est désormais maître chez lui. D'intrépides marins de Nifel, menés par le jeune capitaine du Phénix, Roland Actol, sont partis à la recherche des gondoles revenus à l'appel de Mélentos. D'ici quelques années, peut-être, des crèves brisant de nouvelles générations feront à nouveau la navette entre les planètes. Je l'espère vraiment. En attendant, il faut se contenter des communications à distance rendues possibles par la volonté des Otchigin. Xerp, sorcier en chef depuis la mort de Xanthe, a rencontré Morgane quelque temps après la fin des hostilités. Celle-ci lui a fait des révélations surprenantes, selon lesquelles les Otchigin entreraient par effraction dans le monde des limbes et perturberaient la sénérité du Tengri. Ébranlé, l'ordre des Fils du Feu a tenu quantité de réunions desquelles est ressorti que le rôle des Otchigin devait être repensé. Aiguillé par Morgane, Xerp a suggéré que le lien entre les hommes éparpillés sur Drasil devait être rétabli. C'est ce que font les Otchigin à présent, permettant en partie ce qu'offraient les chemins blancs, des communications en temps réel. Jamais Muspel n'a tenu de rôle aussi prépondérant. J'ai évoqué Morgane, je dois avouer qu'elle reste un mystère pour beaucoup de gens et que les événements de la guerre des cubes n'ont rien arrangé. Tout le monde pense que nous lui donnons la victoire, que la vraie bataille s'est déroulée sur un plan mystique. Moi, je sais que c'est vrai, j'étais là lorsqu'elle a raconté son histoire à Vranken. L'échiquier, le garçon aux cheveux blancs, l'aide de Fraulfida et celle de Mathilde. La licorne enfin, qui a embroché Mélentos, provoquant sa mort. Car ceux qui étaient présents avec moi dans la caverne ont bien vu que ce pauvre Bumpoche, même s'il s'est vaillamment défendu, a perdu son duel. Et c'est bien quelqu'un d'autre qui a tué le puissant. Fraulfida a eu des funérailles impériales. Les Fradoda sont allés trouver Morgane pour lui demander de prendre la tête de l'ordre. Mais elle a refusé. Trop de travail, a-t-elle répondu. Trop de mystères à approcher. Et puis, à l'instar des Otchigin, les Fradoda devaient se réformer pour survivre, et elle ne sentait pas ce talent. Elle s'est retirée quelque part sur Nifel dans un endroit tenu secret. Moi je pense qu'elle vit dans les astéroïdes de la Vola, dans une base impériale désertée après la guerre des chemins blancs, à mi-chemin des étoiles. Quant aux devineresses, elles ont confié leur direction à Fra Gunhild, une disciple d'Ulfida, qui a décidé dans un premier temps d'associer l'ordre aux tentatives des dompteurs de gondoles, renouant ainsi avec les origines. Bouleversée par son expérience mystique, Mathilde a décidé d'entrer à l'école d'Urde, devenant ainsi la plus vieille novice de l'histoire des Fradoda. Abandonner ses rêves politiques, abandonner son premier amour,
C'est comme ça que Roland, pour noyer son chagrin, s'est lancé à corps perdu dans le projet de devenir capitaine, avec le soutien et la confiance du général-comte Arbar Gantyr. Mais Roland n'est pas la seule fierté d'Arbar. Xavier a été élu général-comte de Kengar à la place d'Egil Skinir, devenant, pour rétablir l'équilibre avec sa cousine, le plus jeune général de l'histoire de l'Empire. Xandrine, elle, a quitté sa robe de devineresse. Dans quelques mois, elle revêtira celle d'une mariée pour devenir Madame Ogantyr. Dommage que le trajet soit si long, j'aurais pu revoir tout le monde à la fête. Xandrine a même arraché à Morgane la promesse d'être sa demoiselle d'honneur. Et Xavier a obtenu de Vranken qu'il quitte sa tanière pour l'occasion. C'est à Vranken que les gens de Kengar ont d'abord proposé la place de général-comte. Comme il fallait s'y attendre, il a refusé. Il vit désormais avec Alice dans son manoir de Skadi. Ils n'en sortent que pour arpenter les montagnes. À mon avis, encore, un héritier devrait bientôt pointer le bout de son nez. J'ai du mal à imaginer mon capitaine vivant la vie simple et peu excitante des gens ordinaires. Mais après tout, ce n'est pas à moi de juger, et tous les deux savent mieux que quiconque ce dont ils ont vraiment envie. Je crois aussi que la mort de Raimor a été un choc terrible pour Vranken, tout comme la perte du rongeur d'os, et que l'addition des deux l'a définitivement détourné les brisants. Côté religieux aussi, ça bouge. On commence à ériger sur Muspel et quelques autres planètes les statues d'un nouveau quator héroïque. Blodox d'abord, le Khan ultime, roi et stratège. Xanthe ensuite, le sage conseiller, l'Ochigin dévoué jusqu'au sacrifice. Puis Fraulfida, la devineresse courageuse et savante. Et enfin Raimor, portant Bumpoche sur l'épaule, le guerrier bourru au cœur d'or. Curieusement, Morgane ne figure pas parmi eux. J'en conclus qu'il faut être mort pour entrer dans le club. Mais si on commence à entendre partout par Raimor, qu'Ulfida nous vienne en aide, puisse Xanthe nous apporter sa sagesse, que Blodox me soit témoin, ou encore que Bumpoche te foudroie, on entend également Wishven nous protège. Il faut dire que depuis la guerre des cubes, l'invocation des puissances est tombée en désuétude. Quant à moi, eh bien, je vis à présent dans la famille de Zin. Mon grand-père mort, Raimor disparu, Vranken accaparé par ses propres soucis, et mes amis aux prises avec leur propre vie, je me suis retrouvé seul. Je commençais à broyer du noir dans le quartier des Tisserands, où j'étais retourné faute d'alternative. Lorsque j'ai reçu un message de Imix, le frère de Sin, à la fin de la guerre de Cube, où il a servi sur un vaisseau qui s'est couvert de gloire, il est rentré chez lui et a découvert sa sœur dans un état pitoyable. Elle pensait à moi tout le temps. Elle en perdait l'appétit. Bref, j'étais devenu une obsession. Il me suppliait dans sa lettre de venir la voir. J'ai sorti de ma poche le morceau de tissu qu'elle m'avait donné, sale d'avoir été serré dans ma main, et j'ai pleuré de joie. J'ai embarqué le jour même pour Muspel. En arrivant à l'astroport des montagnes grises, une foule m'attendait. J'avais oublié que j'avais sauvé la vie d'Atli Blodox dans le Mégacube. J'étais devenu une sorte de héros. Imix a dû batailler pour pouvoir m'emmener à son campement. Sin m'attendait. Lorsqu'elle m'a vu, un sourire a éclairé son visage. J'ai su à ce moment-là que je ne repartirais plus. Ensuite, le nouveau Khan m'a reçu personnellement. Nous nous sommes bien entendus tous les deux. Il m'a proposé d'entrer dans sa garde personnelle et m'a donné le titre honorifique de protecteur. Imix et les siens rayonnaient de bonheur. Ma promotion les grandissait. Le regard de Sin, lui, n'avait pas changé. Elle m'aimait tout simplement. Nous nous marierons l'an prochain. C'est un nouveau monde dans lequel nous devons vivre désormais. Un monde sans Raimor ni Bumpoche, sans chemin blanc et sans rongeur d'os. Les milliers de gigacubes, morts eux aussi, flottant pour l'éternité autour du tombeau de leur ancien maître. Ils deviendront peut-être une attraction lorsque des vaisseaux seront de nouveau prêts à affronter les brisants. Nifel et Muspel se réconcilieront peut-être un jour, sur les décombres de Nismal et de Garm. Tout est possible comme tout fut possible, car ce monde n'est ni meilleur ni pire qu'avant. Il est juste différent. Et c'est la fin des Maîtres des Brisants. Sur cette note nostalgique, j'aime beaucoup cette histoire, je tenais à le dire. De toute façon, tous les livres que je lis sont des livres que j'ai lus étant plus jeune et que j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que c'est une œuvre qui change. J'aime beaucoup le fait que ça soit du space opéra, mais qu'on évite la technologie à outrance. Où il y a bien sûr des vaisseaux et beaucoup de choses, mais on retrouve des traces de quelque chose de très basique, de très médiéval.
les steppes de Muspel, qui sont avec des tribus, des gens qui voyagent, comme les tribus des steppes dans notre monde actuel, je suppose. Je ne suis pas connaisseur, je l'avoue. Et d'autre côté, les généraux comtes, avec leur société qui est encore très médiévale européen, avec justement des comtes, des duchés, etc. Euh, et beaucoup de choses comme ça. Même dans les vaisseaux, on retrouve des simples boulets d'acier, pas de laser, pas de trucs comme ça. C'est une simplicité assez agréable dans un monde où aujourd'hui toutes les science-fiction depuis Star Wars, quasiment, euh, peut-être qu'il existe des exceptions, sont très technologiques. Même si ça peut être très sympa, c'est vrai que c'est assez convenu, c'est bien de changer de temps en temps. Les personnages sont incroyables, il y a beaucoup de choses. Le côté aussi religion entre les devineresses et les prêtres de Muspel, j'aime beaucoup. C'est un mélange qui me plaît, qui change de d'habitude. J'aimerais beaucoup voir une adaptation bien faite de ça. Si si je deviens riche, je jure que je trouve les meilleurs réalisateurs et que je fais réaliser cette œuvre. Euh, une fin très en nuance, pas bien mais pas mauvais dans le sens du karma. Un peu Warhammer dans le style de société. Ouais, bah, alors sans le côté, bah y a pas trop le chaos, y a pas trop de trucs comme ça. Enfin mais c'est vrai que c'est très neutre. C'est pas une bonne note. Il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, mais c'est comme il le dit à la fin, ni mieux ni pire, mais juste différent. C'est vrai que c'est une note très grise qui d'un côté te laisse très dubitatif, très un peu amer, mais finalement tu te dis bah pourquoi pas. Mais ouais, j'aime beaucoup aimer cette histoire. Ouais, sans le côté du pas d'espoir pour tout le monde. C'est un peu ça. Bon, sur ce, je vais mettre fin à la VOD. Donc, je vous remercie à tous ceux qui ont écouté, qui ont écouté lire cette histoire, que ce soit en live ou en rediffusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. N'hésitez pas à me recommander des livres que vous aimeriez que je lise. Et n'hésitez pas à me passer le bonjour aussi, vous avez le droit, vous avez tout le droit. Laissez des pouces bleus, faites ce que vous voulez, éclatez-vous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Nous continuerons sûrement Harry Potter et la chambre des secrets, même si tout le monde connaît déjà l'histoire. Et quand je serai seul, je partirai sur une autre œuvre, Artemis Fowl, par Eowyn Cofner. J'appelle ça d'une fantaisie urbaine. Mais je pense que vous apprécierez, c'est vraiment une très belle histoire et rien à voir avec la série Disney+. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine!